Je suis Madame Nisrine Hebtaoui. C'est la troisième séance que je propose sur Qraya fi Dar, sur le sujet du lean management. Donc, la première séance, nous avons regardé en profondeur l'environnement de l'entreprise, interne et externe, les interactions avec les parties intéressées et les parties prenantes, et nous avons proposé une perspective intéressante par rapport au système de management aujourd'hui, c'est l'approche processus et l'amélioration continue. Donc l'approche processus et l'amélioration continue, et c'est le carburant sur lequel on va se baser pour notre cours. Et on a vraiment développé c'est quoi un processus, c'est quoi ses constituants, quel est son rôle. Et nous sommes tombés après dans le lean management. La séance dernière, nous avons regardé c'était quoi le lean management, quelle est la différence entre le lean management et le lean manufacturing. Il n'y a pas de grande différence à part que le lean manufacturing, historiquement, a été initié par le TPS, Toyota Production System, donc dans l'industrie et pour l'industrie, et que vu que dans les années 80, un groupe de chercheurs américains du MIT a adopté et consolider les acquis et les outils du lean manufacturing utilisés au Japon. Donc, il a donné le nom lean à cette démarche-là, qui est une démarche d'amélioration continue, une culture, et je note bien, je souligne le mot culture, une culture d'entreprise basée sur l'approche processus et l'amélioration continue, qui a pu développer plusieurs outils. Donc, à aujourd'hui, nous n'avons pas encore dans les séances attaqué les outils du lean manufacturing. Alors le lean management, c'est que quand cette démarche japonaise qui a donné des fruits très intéressants dans l'industrie japonaise a été adoptée par on va dire commercialisée aussi par les Américains, plusieurs entreprises américaines se sont inspirées de la démarche japonaise. Il y avait d'autres démarches américaines, on va le voir, et ils ont migré vers vraiment le lean management. Et à partir du moment où le lean manufacturing a commencé à être utilisé dans des entreprises qui ne sont pas manufacturières, qui ne sont pas des industries, qui ne font pas de valeur ajoutée sur le matériel. Donc, on a pu voir que cette démarche a pu être développée chez des banques, des assureurs, de la grande distribution, Walmart, ainsi de suite aux États-Unis, et dans l'armée, même dans l'armée, pas que l'industrie des armes, mais dans l'armée, dans la structure de l'armée, parce et à partir de ce moment, le nom a été, on va dire, changé uniquement pour appeler ça du lean management. Et le mot management, comme j'ai dit, est un mot qui va englober beaucoup de choses, mais moi je vais vous inviter juste à retenir un mot-clé dans ce mot management, c'est la vision stratégique. Donc dans le lean américain, le terme américain, on va le développer pour tous les types d'entreprises, basé sur le fond du lean, c'est le TPS, le Toyota Production System. Voilà. Donc, on avait fini la dernière séance avec un élément qui était de dire que c'était quoi le lean manufacturing. On s'était mis d'accord pour dire que c'est la chasse au gaspillage, c'est-à-dire qu'on va aller attaquer les 90% de pertes qui se passent au niveau de l'entreprise, au niveau du fonctionnement des processus de l'entreprise. Et ce sont ces 90% de pertes qui vont devenir 90% d'opportunités d'amélioration. Donc, nous n'allons pas mettre la tête à analyser et à se tirer les cheveux, à analyser les 10% qui sont de la valeur ajoutée pure, mais on va les regarder, les muda, les gaspillages en français, waste en anglais et muda au japonais. Et le terme muda est maintenant vraiment connu et assez utilisé au niveau du management dans toutes les entreprises qui ont adopté cette démarche du lean management. Alors, les muda. Les muda,
Les Moudas, ce sont toutes les pertes qui vont être dégagées à partir du fonctionnement qui se passe au niveau de l'entreprise. Euh, les processus vont fonctionner, ils vont faire de la valeur ajoutée, ils vont faire de la transformation de données d'entrée en données de sortie. Quand on a les résultats et quand on va aller analyser, ventiler les pertes et les analyser, on va se retrouver dans ce type de pertes plus un huitième Mouda qui a été intégré dans les années 90 et même dans les débuts des années fin 90, début des années 2000 et qui va être rattaché à un élément bien identifié et très pertinent, très pertinent. Alors, le premier Mouda, c'est la surproduction. Alors, overproduction. La surproduction et le Mouda, et je souligne ça, notez bien ça si vous avez quelque chose à retenir, c'est bien le Mouda le plus dangereux dans le fonctionnement des processus et dans le fonctionnement de la chaîne de valeur de l'entreprise. Quels que soient les types de processus, que ce soit des processus de management, que ce soit des processus de réalisation de produits ou de services et des processus support, la surproduction. Qu'est-ce que ça veut dire surproduire? Surproduire, c'est que la sortie de notre chaîne va nous faire une production plus que ce qui a été prévu. Donc, notez bien le mot prévu, prévision. Nous avons des prévisions, nous lançons notre fabrication et pour des raisons X et Y que nous n'allons pas analyser, on va avoir une surproduction. Donc, à partir du moment où nous avons une surproduction, on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La logique du lean manufacturing, la base de la logique, c'est que notre production, que ce soit un service ou du produit, du négoce ou du produit matériel, cette production doit être adéquate, le juste nécessaire du besoin client, c'est-à-dire ce que le client a demandé. Si moi, je ne construis pas tout le fonctionnement de mon processus basé sur le premier processus très important dans la chaîne de valeur et qui est le processus de prévision, je vais dégager des produits en plus, des quantités en plus qui n'étaient pas prévues. Quand je vais construire ce que je fais, quand je vais prévoir normalement ce qui a été demandé et j'ai quelque chose de plus, automatiquement, tous les autres moudins, toutes les autres pertes vont être induites. Je vais générer tous les autres modas. Pourquoi? Parce que ce qui est produit demandé par le client, je vais le livrer. Le reste, il n'était pas prévu de le stocker, donc je vais le stocker. Et je vais dégager toutes les charges, tous les coûts de stockage. Il n'était pas prévu de le manutentionner. Il n'était pas prévu que le processus commercial travaille dessus. Ça y est, le processus commercial, normalement, il a terminé sa valeur ajoutée. Il a vendu la quantité demandée au client. Donc, je vais lui dire, ah bah tiens, on a 30% de plus. Il faut chercher des clients potentiels pour qu'ils nous passent commande. Donc, je vais générer du travail et des coûts dans d'autres processus, chercher des clients. Si c'est des produits périssables et que j'ai pas de clients, je vais générer un risque de péremption dans mes produits. Donc tous les autres modes, je vais générer un temps d'attente. Ce sont des produits qui ne vont pas être livrés tout de suite. On va aller chercher qui va les consommer, qui va les acheter. Donc je vais générer des temps d'attente. Je vais générer des traitements inutiles, des traitements administratifs qui n'étaient pas prévus, ainsi de suite. 3 points de suspension. La surproduction est un processus, et le MODA est un MODA dangereux parce que la surproduction, elle va me générer automatiquement tous les autres MODA. Si il y a un MODA à attaquer en premier dans notre entreprise, c'est celui-là. En premier, la surproduction. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Alors, deuxième MODA. Dans la logistique, la supply chain en général, on fait des cours très importants et très intéressants sur le transport.
le transport. Et en fait, il y a même des métiers qui sont nés d'être logisticiens spécialisés dans le transport international, ainsi de suite. Le transport, au moment où il y a transport, c'est un mouda. C'est un mouda. Et donc, un bon logisticien, en fait, ce n'est pas de savoir me générer le mouda de transport, non. C'est d'avoir une vision stratégique pour diminuer au maximum les transports et les coûts de transport. Pas seulement les délais, mais les coûts et le transport en général. Grosso modo, moi, ce que je dis dans mes cours, et d'ailleurs, il y a des recherches très poussées, les derniers Nobel en physique sont autour de ça, c'est la physique quantique. Et on a réussi l'année dernière, je crois, à transporter ce qu'on appelle la téléportation. On voit ça que dans les films, mais à transporter d'un endroit à un autre des micro 10 à la puissance moins 9, des micro-quantités de matière sans engager aucun transport, comme on le connaît maintenant dans le transport conventionnel, que ce soit aérien, maritime. Donc, on a réussi, et c'est là où va la recherche aujourd'hui. C'est comment pouvoir transporter la matière d'un endroit à un autre en appuyant sur un bouton. Donc ça, on va arriver à ça dans 50 ans. Mais aujourd'hui, nous avons le transport. Et malheureusement, avec malheureusement et heureusement, avec ce qui se passe au niveau mondial, avec la sous-traitance dans des pays et tout ça, le transport est devenu un élément primordial de la chaîne de valeur. Ça ne veut pas dire que c'est un processus nécessaire à 100%. C'est un mal nécessaire. Si on arrive à diminuer nos transports, à les minimiser au maximum, à minimiser mes coûts de transport au maximum, à négocier de très bonnes conditions de prix et d'incoterms vis-à-vis de nos fournisseurs, c'est le mieux. Donc le transport est un mouda. Et donc, tout transport inutile, tout transport qui ne va pas être nécessaire, le juste nécessaire, c'est ça le maître mot dans le lean management, est un mouda. Voilà, donc il faut noter ça, transport. Alors, le surstockage, de la même façon, dans la même optique, quand on dit stock, moi j'appelle ça stock l'écureuil. Je me sens en insécurité, je vais stocker. C'est comme une réaction tout à fait naturelle en entreprise. J'ai besoin de matière. Ah tiens, il y a un risque, je vais stocker. Cette démarche-là est une démarche anti-lean manufacturing. Le lean management, le lean manufacturing, c'est que tous les stocks, si je regarde le stock, à chaque fois que je vois un stock, je me dis, ah, c'est un mouda. C'est un mouda, comment je vais faire pour le minimiser. Et le maître mot, c'est le surstockage. Le stockage est un mal nécessaire. C'est quelque chose que je vais construire dans mon entreprise pour éviter les ruptures, pour que mes lignes de production ne s'arrêtent pas. On est d'accord. Les ruptures de stock coûtent beaucoup plus cher que le stock et la détention de stock lui-même. Et ça dépend encore où. Ça dépend de la nature de ce qu'on stocke, ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi que stocker des diamants, c'est beaucoup plus cher que de stocker du plastique ou de stocker des produits qui ne sont pas à très grande valeur. Le stock est un mouda. Et il faut le regarder comme étant quelque chose qui ne doit pas exister, qui doit tendre vers le zéro, ce qu'on va appeler le zéro stock dans mon fonctionnement. Et quand je vais changer ma culture et changer complètement ma vision sur le stock, je vais avoir des réactions automatiques d'aller minimiser ces stocks. Minimiser sans causer la rupture. Alors, pour pouvoir minimiser les transports et les stocks au maximum
et la surproduction au maximum dans ma chaîne de valeur, je dois être très performant. Et donc, je vous renvoie au slide de la performance. Et qu'est-ce que ça veut dire, je dois être très performant? C'est que tous mes processus doivent être dans un fonctionnement très fluide et très, on va dire, très agile, très flexible. Et je dois être capable de répondre au QCD de mon client, qualité, coût, délai, et à l'intérieur, dans le triangle magique, il y a également la notion de sécurité et d'éthique. Et c'est ça qui va me permettre d'aller attaquer mes moudas en étant tranquille. Aller attaquer ces moudas alors que mes processus ne fonctionnent pas, c'est-à-dire ma valeur ajoutée ne fonctionne pas correctement, c'est dangereux. Mais dans le lean manufacturing, dans la démarche japonaise, on a dit que c'est augmenter la productivité en diminuant les gaspillages, en faisant la chasse des gaspillages. Et les trois gros moudas. Le mouda le plus dangereux, c'est la surproduction. Deuxième mouda, les transports inutiles. Et le troisième mouda, le surstockage, le stock inutile ou le stock qui est là juste pour être là, pour me sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire que dans ma politique de stockage, je ne vais pas construire des stocks de sécurité. Ça veut dire que je vais avoir une culture d'entreprise pour aller minimiser au maximum ces stocks et fonctionner d'une façon très intelligente. Il y a la pertinence intelligente, aller choisir les références où il y a le plus de risques, les références où je suis en monosource, par exemple, et diminuer au maximum mes stocks pour les autres références où je suis plus à l'aise, plus en sécurité. Alors, trois moudas, on est en train de développer trois moudas. Le quatrième mouda, là, on va aller vraiment, on va dire working on process. Les mouvements inutiles. Et il y a une différence entre transport inutile et mouvement inutile. Alors, le transport, ça va être dans l'élément d'acheminer soit en interne, soit en externe, la matière jusqu'au poste de production ou le poste où on va faire la valeur ajoutée et plus tard la transporter en aval vers mon client. Ben, ça, c'est le transport. Les mouvements inutiles, là, je vais être autour, dans les alentours du poste du travail. Je vais vous donner un exemple. Les mouvements inutiles, c'est quand je vais me déplacer, avoir besoin, je suis en train de travailler sur le poste de travail et je vais devoir me déplacer, même si c'est de 5 pas, 10 mètres, 50 mètres, 20 mètres, mais je suis dans les alentours du poste de travail, je vais me déplacer pour aller chercher un outil. Il me manque un outil. Ce déplacement-là est un mouvement inutile. Alors, on va aller zoomer plus. J'ai un robot et le robot, il est programmé de telle façon à déplacer et à manipuler la pièce pour que je puisse travailler dessus. Donc, des mouvements de rotation, des mouvements de translation. Donc, la manipulation de pièces doit être étudiée au niveau de processus, méthodes et processus d'industrialisation de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de manipulation en plus des mouvements en plus programmés qui ne m'aident pas dans la production ou dont j'ai pas besoin. Donc, ces mouvements inutiles. Et je peux vous assurer que quand on prend un poste et qu'on le décortique et qu'on va travailler vraiment sur le poste, sur l'ergonomie de poste, sur la disponibilité des outils sur le poste, ainsi de suite, on va éliminer énormément, on va pouvoir éliminer énormément ces mouvements inutiles. L'opérateur, il est assis sur sa chaise, la chaise elle a des roues, le fait de faire une rotation pour aller chercher quelque chose alors que cette chose-là, elle est censée
censé être devant lui, c'est un mouvement inutile. Donc, tous les déplacements et de l'opérateur et de la machine et le déplacement d'un bureau à un autre, aller chercher une signature, aller chercher du papier dans une salle qui est beaucoup plus loin où on est, ainsi de suite, ce sont des mouvements inutiles. Et ces mouvements inutiles, ils vont générer un temps qui n'est pas calculé dans mes temps de production. Si je veux augmenter ma productivité, j'attaque automatiquement ces mouvements inutiles et un cinquième mouda qui est le temps d'attente pour pouvoir être dans la meilleure productivité que je peux proposer au niveau de ma ligne de production. Parce que la productivité ne dépend pas que de l'humain, de l'opérateur, elle dépend et de ses compétences, elle va dépendre de d'autres facteurs, notamment notamment la disponibilité machine et notamment le rendement des machines et du matériel qui est mis à disposition dans le poste. Donc ça, c'est les mouvements inutiles. Alors les temps d'attente. Les temps d'attente, en fait, les temps d'attente, quand on a commencé, en fait, pas nous, les Japonais ont vraiment commencé à travailler sur ces temps d'attente, c'est là où le just in time est devenu une évidence. Une évidence dans le lean manufacturing. Just in time, c'est-à-dire ce dont j'ai besoin doit venir au moment où j'en ai besoin. Et dans tous les processus de la chaîne de valeur et dans et chez mes fournisseurs et chez mes clients. Pourquoi les temps d'attente? Alors, les temps d'attente, c'est quoi? Imaginez, je veux faire un gâteau, j'ai programmé de préparer un gâteau demain. Je vais acheter la farine et je la laisse, je prépare mes ingrédients aujourd'hui. Ces ingrédients, je les prépare aujourd'hui. Vous allez me dire, mais c'est très bien, c'est de la prévention. On est dans du préventif. Quand on va vouloir travailler, on aura tout disponible. Oui, mais il y a un chrono que je déclenche. Ces produits-là, quand ils vont être disponibles pour ma fabrication de gâteaux pendant 24 heures, c'est un temps d'attente. C'est-à-dire que ces produits-là, ils sont en attente jusqu'à ce que je les utilise. Ces 24 heures n'ont pas lieu d'être. Normalement, si j'arrive à diminuer au maximum, à tendre vers le zéro ces temps d'attente, je vais pouvoir fabriquer au bon moment avec les bons ingrédients. Le tout est que ces éléments-là soient disponibles au moment où j'en ai besoin. Ces temps d'attente, on les déteste en production. En industrie, les temps d'attente, on les déteste. Pourquoi? Parce qu'ils créent énormément de goulots d'étranglement, bottleneck, c'est-à-dire que on va imaginer deux postes de travail, un poste de travail qui est lent et un poste de travail qui est son fournisseur et qui est beaucoup plus rapide. Le poste, si je dis moi mon poste, je zoome uniquement sur le poste qui est rapide et je lui dis tu dois être le plus rapide possible. Donc il me produit le besoin, tac 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 tac, et il l'envoie vers le poste qui est en aval. Le poste en aval qui est le poste client, tous les produits vont venir et vont être stockés. Donc déjà, il y a le mouda de surstockage euh, devant le poste et ces éléments-là vont être en attente, ils vont être mis en attente parce que le poste, il est lent. Ce temps-là, l'arrivée du produit, il va commencer à attendre pour qu'il puisse être utilisé et qu'on fasse notre valeur ajoutée dans le poste aval dessus, c'est un temps d'attente. C'est un mouda. C'est vraiment un temps d'attente qu'il faut minimiser parce que stocker à ce moment-là, va pouvoir être un risque de gérer des non-conformités. Les temps d'attente n'ont pas lieu d'être parce que je vais avoir un bottleneck, un goulot d'étranglement. C'est ça ce qu'on appelle le temps d'attente. Ces temps d'attente, on devrait être capable déjà de les reconnaître. C'est très important cet élément. Reconnaître que c'est un temps d'attente et
les mesurer et les minimiser. Et c'est là où on va avoir besoin d'outils du lean manufacturing. Donc, alors, surproduction, plus dangereux, c'est le premier MODA à attaquer. Deuxième, transport inutile, surstockage, les mouvements inutiles, les temps inutiles, les temps d'attente inutiles. Alors, j'ai les traitements inutiles. C'est quoi les traitements inutiles? Et en fait, moi, pendant longtemps, j'ai été directrice qualité. C'était vraiment un casse-tête pour moi. Un casse-tête qui est venu à partir des années 90 où un mot est devenu hyper, euh, hyper à la mode dans le système management, qui est le mot traçabilité. Et là où on parlait de l'assurance qualité en entreprise. Vraiment, la qualité produit, c'est dans les années 80 où on a commencé à parler énormément en industrie de la qualité produit. Après, on est arrivé vers le contrôle qualité, la maîtrise de la qualité. Et quand je dis qualité, ce n'est pas la qualité touchée du produit, la qualité dans sa notion globale. C'est l'aptitude, la capacité et l'aptitude de certaines caractéristiques intrinsèques à satisfaire les exigences. Regardez dedans, il n'y a pas vraiment qualité produit. Il y a il y a le mot satisfaction des exigences, que ce soit des exigences internes ou des exigences clients externes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça par rapport parce que à ce moment-là, dans les années 90, début des années 2000, avant que l'approche processus ne soit adoptée et l'amélioration continue ne soit adoptée à grande échelle, euh, il y a eu une fonction qualité qui a été créée dans les entreprises et dans les industries principalement, qui est devenue la fonction gendarme. Et quand on dit gendarme, on a été créé en entreprise, je parle, d'enregistrement à provision. C'est-à-dire, on va aller tracer à provision. Quand je dis à provision, c'est-à-dire, on va essayer de tout écrire, que ce soit les instructions, procédures, les modes opératoires, mais également les enregistrements. Et on va créer des traitements à provision inutiles. Et en 2015, imaginez, 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, la norme est venue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un ras-le-bol énorme au niveau des gens qui font la valeur, qui font le travail. Une grande partie de leur temps se passait à faire les enregistrements. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va rien enregistrer. On veut rien enregistrer. Faites-nous, on va enregistrer que les choses qui sont exigées par le client ou la réglementation. Eh ben, ils avaient tout à fait raison d'avoir cette petite révolution. Et en 2015, dans les exigences normatives, qui sont pas connes en fait, il faut vraiment dire que la norme ISO 9001 aujourd'hui, il est vraiment basé sur l'approche amélioration continue et l'approche processus. Donc, rien n'est contradictoire par rapport à ce qu'on voit. Il faut aller traiter la documentation nécessaire, le juste nécessaire pour avoir un fonctionnement performant, efficace, pertinent, tout ce que vous voulez. On va aller enregistrer uniquement les caractéristiques critiques exigées par la réglementation et par les clients ou quand on est de grands spécialistes par nous-mêmes qui vont nous permettre d'avoir les éléments nécessaires pour analyser mes processus. Donc, il faut aller diminuer, on est revenu un peu en arrière, il faut vraiment diminuer au maximum les traitements inutiles. Quand je dis traitement, les documents, générer des documents n'est pas à valeur ajoutée. Donc, il faut aller minimiser ce mot-là, traitement inutile. Parce que qui veut dire générer de la documentation, veut dire archivage, veut dire préservation des archives, et c'est des coûts. Et chaque MODA va me générer des coûts.
qui doivent être minimiser. Et les financiers sont très contents quand je vais leur dire, si je diminue ce traitement, cet archivage, je vais gagner telle centaine de cas euros en entreprise sur l'année, ainsi de suite. Donc là, c'est les traitements inutiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième mouda, et qui est un mouda évident. Ça s'appelle les erreurs. Et quand on regarde, c'est pas écrit non-conformité, parce que la non-conformité, c'est un mot spécifique pour dire que ce que j'ai fait n'est pas conforme par rapport à ce qui est prévu et par rapport aux exigences clients. Exigences clients. Donc là, c'est vraiment la non-conformité. L'erreur, c'est aussi quand je vais me tromper. Je vais me tromper, je vais générer une erreur. Alors, vous allez me dire, l'erreur est humaine. Tout à fait, l'erreur est humaine. Mais en fait, la démarche du lean manufacturing, la démarche du lean management, c'est de dire, et ça c'est typiquement japonais, c'est dire que notre culture, ce n'est pas de dire aux gens, vous avez le droit de vous tromper. Les gens ont le droit de se tromper. Déjà, ils doivent déclarer leurs erreurs, les reconnaître, savoir détecter que c'est une erreur. Donc, il nous faut augmenter énormément le processus de mesure de non-conformité, les contrôles. Donc, il faut savoir détecter. Alors que eux, ils disent, mais attendez, si notre culture, c'est de faire bien du premier coup, c'est-à-dire que l'opérateur est assez autonome et il a assez de connaissances, il a tout ce qu'il faut, il a assez de décisions et de responsabilités pour faire bien du premier coup. Alors, faire bien du premier coup, c'est facile à dire, c'est très difficile à appliquer parce que ça va induire une grande rigueur, excusez-moi, au niveau de mon fonctionnement. Les erreurs, toute erreur est un mouda. Alors, imaginons, nous avons deux options. Nous avons fait l'erreur. Nous avons détecté l'erreur. Donc, je génère des coûts. Et j'ai devant moi deux éléments qui peuvent se passer. Soit je peux retoucher, c'est-à-dire je peux remettre en conformité le produit pour qu'il puisse être livré, soit quand je dis livré, c'est pas que le produit vers le client. Imaginez, c'est vrai que c'est principalement, on pense à ça, mais imaginez à tous les processus, même le processus RH, processus informatique, processus ainsi de suite. Et il y a le deuxième élément où l'erreur que j'ai générée, elle ne peut pas être rattrapée, elle ne peut pas être retouchée. Je vais tomber dans du rebut. Et ce rebut, c'est quelque chose que je génère dans ma chaîne de production qui va être un coût automatique qui va impacter le résultat du processus. Je ne peux pas retoucher, je dois rebuter. Donc, je vais générer d'autres coûts de rebut, recyclage, avoir un contrat avec une entreprise qui a le droit de brûler, qui a le droit de ainsi de suite. Parce que il faut pas oublier que dans mon environnement, il y a aujourd'hui également l'élément l'environnement. Dans mes partenaires d'entreprise, il y a l'environnement que je dois respecter. Donc, les erreurs et les rebuts ne doivent pas être générés. En fait, si ma culture, c'est de faire bien du premier coup, automatiquement, ce mouda va être minimisé. Je dois minimiser au maximum mes erreurs et mes rebuts. Et il y a des outils notamment, moi, là, je pense automatiquement au Pokayoke, qui est le système anti-erreur. Ce sont des outils qui, souvent, ce sont des idées bêtes qu'il faut vraiment, eh bien, ce qui est bête, c'est souvent ce qui est compliqué à trouver, pour avoir un système anti-erreur. Que l'opérateur ne réfléchisse pas, que la machine soit programmée de telle façon à ce que l'erreur ne soit pas générée, à ce que la non-conformité ne soit pas générée. Donc là, je vais avoir besoin d'aller piocher dans la boîte à outils du lean manufacturing pour éliminer ce gaspillage.
quand on dit éliminer, j'insiste énormément, on ne peut pas atteindre le zéro, mais on doit s'en approcher au maximum. Ça va dépendre énormément de la nature de mes procédés industriels, de la nature du travail, de la culture d'entreprise, de la maturité du système de management. Donc là, regardez, cette MODA, surproduction, surstockage, les transports inutiles, les mouvements inutiles, les temps d'attente, les traitements inutiles et les erreurs et rebuts. Ces 7 MODA, ce sont les MODA qui ont énormément été travaillés dans la démarche japonaise et bien sûr après il y a énormément eu de travail fait au niveau des industries précurses qui ont été General Electric, les constructeurs automobiles, l'aéronautique et ils ont développé beaucoup d'outils pour pas dire éliminer, mais minimiser au maximum ces MODA. Et dans les années 2000, il y a un 8e MODA qui a été proposé et validé à grande échelle, qui est la sous-utilisation des compétences. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le marché, au Maroc, en fait, la question ne se pose pas. Comme nous avons une structure industrielle assez pauvre, nous pouvons nous permettre d'embaucher des gens qui ont des diplômes. Et quand je dis avoir un diplôme, ce n'est pas avoir la compétence. Hein, c'est complètement différent. Le diplôme, c'est le carton de passage, c'est le visa pour intégrer le marché du travail. Pour moi, uniquement. Après, nous pouvons nous permettre d'avoir un panel de diplômes, de très bons diplômes, donc soi-disant de compétences et de bonnes compétences, et on va les intégrer en entreprise pour des postes qui n'ont pas besoin de toutes les compétences dont que les personnes ont. Qu'est-ce que je suis en train de me perdre là un petit peu et de vous perdre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que au Japon, en Allemagne par exemple, la compétence coûte très cher. Le coût de main-d'œuvre est très cher. Donc, quand je vais avoir une compétence en entreprise, et je l'utilise pour un poste qui est sous-dimensionné par rapport aux compétences que la personne a. C'est un gaspillage. Parce que je vais payer cher quelqu'un et je n'utilise pas d'une façon pertinente les compétences qu'il a. C'est un élément qui a été vraiment étudié dans le monde occidental parce que le marché du travail a commencé à flamber, c'est-à-dire les compétences ont commencé à devenir chères. Ce n'est pas ce qui se passe en Chine, ce n'est pas ce qui se passe au Maroc, c'est-à-dire que les compétences, le marché du travail est assez bas, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre est assez bas. Alors, cette sous-utilisation des compétences va induire un travail énorme sur les processus de management et les processus de gestion du capital humain pour savoir détecter déjà connaître quelles sont les compétences réelles que nous avons en entreprise, savoir les détecter, savoir les utiliser au bon poste. Et les compétences, ce ne sont pas que les compétences techniques, c'est également les compétences qu'on appelle maintenant largement, c'est devenu une mode dans le jargon, les soft skills. Donc, les compétences intellectuelles et les compétences émotionnelles. Et utiliser ces compétences-là, justement, pourquoi faire? Pour intégrer une démarche, une culture qui va aller minimiser et me trouver des solutions pour minimiser tous les MODA, toutes les pertes qui existent au niveau de mon entreprise et au niveau du fonctionnement de ma chaîne de valeur. Alors, sous-utilisation des compétences. On est d'accord. Tout le monde est d'accord par rapport à ces 8 MODA. Je vais prendre les questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Et je vais vous proposer mon prochain slide. 8 MODA. 7 plus 1. Ce n'est pas 7 plus 1 MODA. Le 8e
Alors, dans ce slide, et on a commencé à parler, on a dit que dans la chaîne de valeur, les processus vont se positionner en chaîne pour les processus de réalisation. Ce sont les processus qui vont rendre le produit et le service au client, les processus de management et les processus support. Maintenant, on commence également à parler de processus de mesure et surveillance, mais moi, je les intègre dans les processus de management. Il n'y a pas de souci. Alors, le quotidien en entreprise. Le quotidien dans l'entreprise, c'est que nous avons la tête dans le guidon. Et dans le lean management, c'est justement avoir cette intelligence pour avoir le recul, c'est ça le mot, le recul par rapport à nos processus et nos procédés. Avoir l'intelligence de prendre du recul. Et regardez, je vous propose de regarder cette caricature que je trouve moi formidable. Deux personnes qui tirent une charrette. Le processus, c'est quoi? C'est transporter des pierres. On est d'accord. Transporter des pierres, ils ont un outil, le matériel. Matériel, c'est une charrette avec des roues carrées. Et ils sont concentrés sur la tâche, l'objectif. Imaginez un directeur dans les cavernes, un directeur des cavernes. Et on va leur demander de transporter les pierres d'un endroit A à un endroit B. L'objectif, c'est ça. Il est clair. On va leur donner un temps. Vous faites là en 3 heures. Bah, vous êtes d'accord avec moi que c'est dur de tirer une charrue à des rues avec des roues carrées. Alors, quand on va, ce qu'on appelle le working on, on process, c'est-à-dire que je vais regarder où est-ce que mes moudas sont faites et je vais poser la question aux gens, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non. Ah non, excusez-moi, je vais pas atteindre mes objectifs. Je suis très busy, ce que j'appelle. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter et d'analyser. Et c'est ça le mot-clé, l'analyse. Donc, we are busy. Eh ben, justement, il y a quelqu'un juste à côté qui vous propose la solution et on est en train de lui dire, eh ben non, merci, nous sommes trop occupés en working on process. Eh ben, il faut changer la vision de la culture vers un working in process. Et c'est ça ce que je vais vous proposer. Vous m'avez la dernière fois demandé de regarder un petit peu les Six Sigma. On va aller voir ça. C'est aller proposer les roues rondes vers un processus qui est déjà existant et d'améliorer. Ça va être une amélioration exponentielle de la performance du processus. C'est ce qu'on appelle working on process vs working in process. Et ça me permet l'amélioration. Si je mets dans la culture de mon entreprise une roue, c'est l'image, c'est un petit peu le PDCA, mais c'est la même image. C'est-à-dire, je vais attaquer les maudas qui sont causés par la surproduction, les 7 maudas que je vous ai proposés. Je fais une roue, محور واحد المحور في الوسط اللي هو الكايزن. داك الكايزن en japonais, c'est l'amélioration continue, mais c'est vraiment chercher à faire mieux à chaque fois. Et c'est une petite démarche à petits pas et faire mieux tout le temps. Je fais ça, je fais avancer la roue de mon entreprise, la performance de mon entreprise et je standardise. Il y a la même cale que j'utilise sur le PDCA, c'est une cale de standardiser le travail. C'est-à-dire les bonnes pratiques, je les capitalise dans mon entreprise et je la rends forte, ma roue. Je la rends dans une démarche de progrès. Et le progrès, c'est ma pente. Plus la pente est grande, plus il est difficile de monter. Quand je suis au début de pente, c'est-à-dire, yallah, قلنا بسم الله في العقبة, فاش كنكون في الاول il est facile de pousser ma roue parce que يلا كلشي شنو كيوقع ليا في l'entreprise c'est une opportunité d'amélioration كنكون يلا كنقدر نديتيكتي بزاف الا كنت très bon j'avance c'est ça en fait très bon l'amélioration continue c'est être
être convaincu que je suis mieux qu'hier et que je suis moins bon que demain. Donc, je suis dans cette démarche que je pousse et je standardise, je pousse et je standardise. Plus j'augmente dans ma pente, plus il est difficile de trouver les opportunités d'amélioration parce que je suis un petit peu dans mes zéros olympiques qu'on va voir dans le just in time. Donc là, c'est la roue du progrès, la roue de l'amélioration continue, visualisée à travers le prisme du lean management. Alors, on est arrivé au terme de 45 minutes. La séance d'aujourd'hui est terminée. Je vais vous proposer la séance prochaine, le rapprochement entre le Lean Management et le Six Sigma. Donc là, je voulais vraiment installer dans les acquis du cours que le Lean Management est une démarche qui attaque les gaspillages et c'est quoi le sens de ces gaspillages. Et on est vraiment dans une démarche d'approche amélioration continue de tous les jours. Voilà, ça c'est le Lean Management. La séance prochaine, il y a eu un rapprochement très fort parce que nous avons vu que dans les piliers du Lean, il y a le just in time et la résolution du problème et rendre les problèmes visibles. Et il y a eu un rapprochement inné, automatique et très fort avec le Six Sigma qui va aller nous attaquer la dispersion et la variabilité des processus. C'est une grosse machine de résolution de problèmes. Donc, il y a eu un rapprochement et on a proposé dans le Lean Management le mot, un outil très fort qui est le Six Sigma, et rapprochement des deux, et c'est devenu la démarche très forte du Lean Six Sigma. Je vous remercie énormément pour votre attention et je regarde les questions. Alors, Monsieur Omar Rajat, Mouda. Alors, je n'ai pas attaqué les Moura, Muri et Mouda. Le troisième Toyota, c'est vrai. Là, on est dans la démarche Lean Management telle qu'elle a été adoptée par les Américains au niveau des entreprises occidentales. Et c'est le MODA qui est la chasse au gaspillage. Je ne vais pas aller dans les détails énormes du Lean Manufacturing où il y a le Judica, les Moura, Mouri, les termes, les Kaizen, ainsi de suite. Mais si vous voulez, je peux faire un slide rapide sur les Moura et Mouri la prochaine fois. Mais en fait, à retenir, il ne faut pas oublier que c'est un cours qui est donné pour Monsieur tout le monde. Et ce qu'il faut retenir, c'est la chasse au gaspillage, les principaux 7+1 MODA dans le Lean Management. Mais je vous remercie de m'avoir rappelé les Moura et les Mouri. Alors, Abdelrahim Moudgheri. Ah, d'accord. Le mot Timoods, d'accord. Donc, vous pouvez, c'est comme, d'accord, c'est un mot clé pour retenir les 7 Moudas. C'est ça. Alors, Timoods, T comme transport, I comme inventory. Qu'est-ce que ça veut dire inventory? Retenez bien, inventory en anglais, ce n'est pas l'inventaire. Inventory, c'est le stock. Stock, stock, stock. Le stock, on a l'impression que c'est un mot anglais, mais c'est inventory. Motion, donc mouvement. Waiting time, les temps d'attente. Overprocessing, c'est les traitements inutiles. Overproduction, pour moi, c'est le premier. C'est pour ça que je ne retiens pas ce mot, mais il est intéressant. C'est comme le QQQCCP, ainsi de suite. Le overproduction, le D comme défect, les défauts et les erreurs, et S comme skills, les compétences. En fait, pourquoi j'utilise moi mon slide? Parce que dans les skills, si on propose juste skills comme ça, on va dire la recherche de skills ou bien c'est quoi le MODA? Les skills, c'est pas un MODA, c'est la non-utilisation ou le manque d'utilisation des compétences qu'on a en interne. Et donc, ça rejoint. Merci beaucoup de m'avoir donné ce mot. Je vais le retenir et bien le noter. Il n'y a pas eu d'autres questions? Je vous remercie énormément pour la qualité de votre écoute
رمضان كريم encore une fois ان شاء الله يدخلوا عليكم بالصحه وراحه البال ويحيد علينا هذا البلاء، يكون هذا رمضان هو اللي غيحيد البلاء في 20 في 27 رمضان ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم. et séance prochaine vendredi prochain à midi, donc horaire de Ramadan من 12 ل 1. Merci, au revoir.